Le niveau de Garp juste supérieur, Aokiji monstrueux et la marine surpuissante. Le faisan bleu ne faisait pas semblant et a rejoint Barbe Noire. Le mystère de l'homme à la cicatrice et possiblement la défaite de Monkey D. Luffy. Tout ça dans ce chapitre juste incroyable. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1081 de One Piece, Kuzan le 10e commandant de Barbe Noire. Et bien entendu, déjà j'ai un message à Oda. Arrête-toi, parce que c'est juste une dinguerie ce qui est en train de se passer. Là, 25 ans d'écriture pour en arriver là, à des masterclass semaine par semaine, un rythme juste effréné. Ça se voit qu'on est dans la saga finale et c'est juste magnifique. Et on va commencer directement par parler de cette cover qui montre possiblement Sanji avec le Haki des rois. Puisqu'il est en train de lire un livre et pas n'importe lequel, puisqu'il y a écrit Cooking dessus. Là, on pourrait se dire que c'est normal, mais il manque un O et donc ça nous donne COC King. Et le COC, c'est le terme anglophone, l'acronyme pour Colors of Conqueror, donc le Haki des rois. Et de là à penser que Sanji, prince du royaume du Germa, serait possiblement à l'avenir capable d'utiliser le Haki des rois, il n'y a peut-être qu'un pas pour pouvoir combattre les plus forts des combattants. Et juste imagine en vrai, là il a déjà un corps modifié du Germa qui lui permet quasiment d'avoir les capacités d'un fruit du démon et même un corps hyper résistant. Ça peut être juste monstrueux. Et si tu trouves que cette théorie est nulle, t'inquiète pas, j'en ai une encore plus. Parce que tu vois, il y a la main de Zoro qui est sur la tête de Franky et Franky qui sourit un petit peu bizarrement. Il a l'air d'aimer ça. Voilà, ça y est, théorie. À la fin de One Piece, les deux vont être en couple. Ça, c'est une théorie pourrie. Personne n'aime ici. D'ailleurs, n'hésite pas à liker et surtout disliker la vidéo si tu n'aimes pas cette théorie. Non, en vrai, fais comme tu veux et commente, donne ton avis sur ce chapitre qui est juste excellent. Et abonne-toi car on suit la saga finale de One Piece. Et on va commencer tout de suite par le sujet de Garp qui est juste surpuissant. Un monstre de puissance qui, dès la première, la deuxième case justement de son apparition, est flippant. Vraiment, je le trouve juste magnifique. Là, enduit de haki après son coup qui a détruit complètement la ville, les gens qui sont apeurés. Et le pire, c'est qu'il te dit qu'il n'était pas à son maximum. À l'époque, il aurait fait bien plus de dégâts. Alors là, ceux qui disaient qu'il était du niveau Queen, je ne sais pas parce qu'il est vieux, mais vraiment, en tout cas, un Garp à l'époque, ça devait être largement, moi je le dis, hein, et je n'ai pas peur de le dire, au-dessus d'un Yonko, vu la puissance. Heureusement qu'il y a le membre du Sword qui a de l'argile pour pouvoir amortir la chute du navire de Garp, étant donné que les navires sont très importants et de toute façon, on en reparlera. D'ailleurs, on ne sait toujours pas comment le bateau s'est envolé et ça m'étonnerait même pas que ce soit Garp lui-même qui l'ait envoyé, vu qu'il lance des boulets de canon à main nue et qu'en cas de défaite, on pourrait avoir un Garp qui sauve tous les marines en lançant le bateau au loin à la mer. Juste magnifique. Bref, on voit Koby qui est heureux de voir que même la marine, que son sensei est venu, alors que normalement le Sword ne fait pas partie de la marine et ils ne doivent pas intervenir. Mais personne ne dit ce que Garp a à faire, c'est lui qui décide de lui-même et c'est là, alors que tout va bien, plus ou moins, même si les pirates sont en panique, que Hibari va se faire geler. Bien frais, chacal. Koby est encore enchaîné, il doit se libérer alors qu'elle est gelée. Et il y a une théorie sur ce personnage en fait qui traîne parce que en japonais, la façon dont elle parle, le dialecte qu'elle utilise ou en tout cas les spécificités linguistiques qu'elle utilise, c'est quelque chose qu'on retrouve chez un seul autre personnage et c'est chez Akainu. Donc de là à penser qu'ils sont liés d'une certaine manière, il y en a qui disent que c'est sa fille, mais je pense que c'est peut-être un peu gros, mais sait-on jamais. Pourquoi pas, en tout cas, elle doit peut-être avoir un lien de parenté avec lui, et ça pourrait être intéressant, alors que Barbe Noire est en train de chercher une monnaie d'échange afin de devenir roi. Mais c'est donc l'arrivée de Kuzan qui a tout changé. Et là, on va avoir le droit à un flashback du personnage qui nous en apprend, mais juste énormément sur même l'univers de One Piece, et purée, ça, c'est juste excellent, c'est même pas juste sur le personnage. Et rien que sa mise en scène est
magnifique. On se retrouve donc sur une île perdue au milieu de nulle part 1 an après le combat fatidique face à Akainu. Puisqu'on va voir le personnage assis dans un bar tranquille et Barbe Noire arriver en panique. Ça, c'est Barbe Noire. Barbe Noire qui est en panique. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas attaquer Aokiji. Aokiji a réalisé un véritable braquage, un hold-up face à lui. Méfiez-vous. Parce que s'il utilise son fruit du tremblement, il risque de détruire ses camarades, les commandants d'un Yonko qui ont tous été gelés par Aokiji. Et sa force n'est plus à prouver. Franchement, est-ce qu'il y a encore une personne qui doute de la puissance d'Aokiji à partir de ce moment-là? Parce que oui, certains diront que peut-être qu'il n'était pas Yonko à ce moment précis ou que Shiryu n'avait pas encore son fruit de l'indivisibilité et donc il n'était pas au maximum de ses capacités. Quoi qu'il en soit, il les a gelés et il a même pas pris ses membres d'équipage de Barbe Noire par surprise. Non, pas du tout. C'est eux qui l'ont attaqué en premier. C'est pour te dire à quel point Oda il veut pas qu'il y ait de débat. J'aime bien. Aokiji est juste surpuissant. Et ce qui est encore plus fou, c'est que juste après, tu vas le retrouver en train de manger et rigoler. Déjà, je savais pas que Aokiji il était drôle comme ça. C'est assez marrant de voir qu'il fait des blagues même sur Akainu qui doit avoir plein de cicatrices. Lui, bien sûr, il a perdu sa jambe, mais même ça permet d'humaniser un petit peu l'équipage de Barbe Noire et ça fait qu'ils sont plus que juste des personnages méchants, tu vois, les grands méchants. Un gros méchant. Non, là, tout de suite, on sent qu'ils sont beaucoup plus humains et ça les rend beaucoup plus intéressants. Mais qui peut se poser à la table d'Aokiji? Enfin, un Yonko, justement. Il peut s'asseoir à la table d'un Yonko sans sourciller. Il n'a pas peur. Et ça, c'est déjà juste incroyable. Certes, il ne fait plus partie de la marine, il ne les a pas capturés, il est dans un tout autre objectif. Moi, ça me fait penser à Princesse Mononoke avec le personnage principal qui tentait, à travers un voyage, de poser sur le monde un regard sans haine. En gros, il essayait de comprendre le monde qui était autour de lui. Et là, on dirait qu'Aokiji a essayé lui aussi de faire ça, alors qu'il cherchait une place, puisqu'il n'est plus dans la marine. Et ça, c'est juste énorme, parce que tu vas le voir discuter de choses comme justement l'homme à la cicatrice, mais ça on y reviendra. C'est surtout en fait le moment clé où quand même l'équipage de Barbe Noire ils vont faire ouais, pourquoi on l'attaquerait pas, il a un fruit du démon super puissant, et là il va directement les geler. Encore. Mais vraiment, il a aucun souci à se faire, et c'est ça qui est juste génial avec son personnage. Est-ce qu'il est niveau Yonko ou pas? Franchement, j'ai un petit peu du mal à savoir les niveaux de puissance dans One Piece parce qu'au final, ça dépend de tellement de facteurs différents pour connaître la puissance d'un personnage que je m'arrêterai pas vraiment à ça. Mais vraiment, l'imaginer se battre contre Big Mom, bah oui, je pense qu'il donnerait un véritable combat face à Big Mom. J'ai pas dit qu'il allait gagner, parce que je sais qu'il y en a, ils vont essayer de déformer les propos pour faire je sais pas quoi, pour dire n'importe quoi, propagande anti-marine. Vous comprenez ça? Pourquoi on est des journalistes de merde d'après vous? Les journalistes. Ça y est, on y est. Dans tous les cas, la Barbe Noire va lui proposer de rejoindre son équipage. Et c'est peut-être un des moves les plus intelligents qu'il avait à faire, parce que certes, on pourrait penser que Aokiji est un traître, sauf que là, avec ce flashback, c'est bien plus intéressant. Barbe Noire lui demande et lui propose en fait d'être commandant, mais il gardera une certaine liberté. Et c'est ça la piraterie pour lui, une sorte de liberté. Et c'est assez drôle de voir le parallèle avec Luffy, qui est aussi donc celui qui possède le fruit de la divinité de la liberté, de la divinité du soleil de Nika. Et donc, Barbe Noire, il a aussi cette même vision, entre guillemets, dans un certain sens, de la piraterie qu'a Luffy. Et à mon humble avis, ça semble assez intéressant à noter. Bien sûr, Aokiji, il va réfléchir, et c'est vrai qu'on ne connaît pas, en fait, son réel objectif. Là, il dit qu'il va faire partie de l'équipage de Barbe Noire, on le voit faire partie de l'équipage de Barbe Noire, mais ce qu'on nous dit, surtout lors de ce chapitre, c'est que dans l'équipage de Barbe Noire, tu peux avoir des objectifs différents. Ça marche un petit peu comme une bande de mercenaires, et ça se trouve que l'équipage de Xebec, c'était la même chose, vu que Barbe Blanche, Kaido et Big Mom, ils n'avaient pas l'air d'être les plus grands amis du monde, donc au final, peut-être que ça marchait comme ça, et je vous le rappelle encore une fois, mais je pense que l'équipage des Rocks, il s'est formé grâce au Davy Backfight, cette ancienne tradition pirate de jeu où tu récupérais un membre de l'équipage de l'autre. Et c'est vrai que ça pourrait marcher parce que sinon comment ça se fait qu'ils se seraient retrouvés tous à cet endroit-là et ils étaient sur l'île de Hive, l'île de la piraterie. Quoi qu'il en soit,
Aokiji a choisi de rejoindre Barbe Noire. Et ça, c'est complètement fou. Et comme je vous le disais la semaine dernière, même je trouve ça plus intéressant dans un certain sens que il soit dans l'équipage de Barbe Noire plutôt qu'il soit membre du SWORD. Parce que c'était tellement évident, membre du SWORD, que là, au moins, on a du mystère sur le personnage. On se demande où il va aller, même si je ne doute pas du fait que si Barbe Noire va trop loin, alors il ne le suivra pas. Oui, ou peut-être juste qu'il en veut personnellement au gouvernement mondial. De toute façon, ça se voit qu'il est traumatisé par les événements d'Ohara et ce qu'il s'est passé avec Robin. Donc voilà, ça y est, ça c'est posé. Aokiji, le Faisan Bleu, 10e commandant de la flotte de Barbe Noire. Et bon, maintenant parlons du gros mystère de ce chapitre, le gros sujet de ce chapitre, donc le dernier poneglyphe. Vu que la conversation va se tourner sur ça au bout d'un moment, donc est-ce que Aokiji connaît une personne avec la cicatrice, avec une brûlure de flamme? Il va penser à lui, sauf que c'est pas lui parce que c'est bien trop récent. Tu vois Koda, il est en train de balayer les théories des fans. Non, pas du tout. Il faut penser à une autre personne. Il ne semble pas penser à Jaguar D-Soul, donc peut-être que ce n'est pas lui finalement. Et là où ça peut être intéressant, c'est qu'on apprend qu'il navigue, donc cette personne, sur un bateau noir et que des typhons se forment quand on essaye de l'approcher. Donc sûrement une personne assez puissante pour protéger ce poneglyphe. Est-ce que c'est une personne externe à toute la piraterie qui ne se mêlerait plus des affaires de ce monde, un petit peu comme Riley, sauf qu'il a intervenu sur l'île des Kuja, mais ça, c'était un cas très particulier, c'était pour sa go, hein, c'était pour sa meuf, c'était pour montrer à la madame qu'il était là, bien évidemment. Donc peut-être que c'est Gaban, tu vois, sait-on jamais, ou peut-être une personne réellement indépendante. Dans tous les cas, Shiryu émettra une hypothèse plus qu'intéressante, puisqu'il va dire que peut-être que c'est le gouvernement mondial, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on peut se dire que le gouvernement mondial est tellement peu impliqué dans ces poneglyphes que ce serait pas mal qu'il y ait au moins un poneglyphe en leur compagnie. Et je vais pas te mentir, je sais pas pour toi, mais le fait que ce soit un bateau noir qui navigue comme ça, et cet aspect un petit peu légendaire de cette histoire, ça me fait penser au Black Pearl, tu vois, dans Pirates des Caraïbes. Mais sait-on jamais, hein, ça se trouve que ce sera un personnage inspiré de Jack Sparrow, ou pas du tout, et je raconte totalement n'importe quoi. Et peut-être la théorie la plus probable, ce serait donc les révolutionnaires qui auraient ce dernier poneglyphe. C'est vrai qu'on ne sait pas trop où les placer durant cette histoire, comment ils vont intégrer justement ce dernier combat, cette dernière saga de One Piece, parce que bien sûr, eux, ils sont face au gouvernement mondial, mais alors qu'ils s'intéressent à l'histoire, qu'ils voudraient peut-être normalement devoir la partager, là, jusqu'alors, on n'a pas tant d'informations que ça. Et si ils ont recruté Robin au bout d'un moment, alors c'était peut-être pour déchiffrer les poneglyphes et en apprendre plus sur la langue ancienne pour pouvoir les déchiffrer. Sait-on jamais. Surtout que le bateau, justement, des révolutionnaires est un bateau noir, ça on le note. Dragon, en plus, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut, lorsqu'il était à Longtown, en tout cas, il y avait des tempêtes, donc possiblement des typhons. Ça va pas si loin que ça, en fait, c'est pas si zinzin que ça de penser à ça. Et bien évidemment, on pourrait penser à deux personnes avec des cicatrices, que ce soit Sabo, donc avec sa brûlure qui est claire et nette, et même Dragon lui-même, étant donné qu'il a un tatouage sur sa tête, et certains pensent même qu'il cacherait sa cicatrice de feu avec ça. Et j'ai même une autre théorie par rapport à ça, regarde-moi ça, c'est juste génial de voir cette image. Quelle humiliation! Expliquerait même pourquoi Robin semblait un petit peu choqué quand il a entendu parler de cette histoire d'homme à la cicatrice à cause d'une flamme quand Kid l'a évoqué. Voilà. Peut-être que Robin le savait, mais ça, je trouve ça assez étrange et c'est aussi, en fait, le contre-argument. Robin en aurait parlé à Luffy, enfin je pense, et j'espère qu'elle en aurait parlé à son capitaine, sait-on jamais. Dans tous les cas, c'est peut-être le poneglyphe qui se trouvait et sûrement donc sur l'île des hommes poissons, et s'il a été donné à quelqu'un, c'est vrai qu'on peut légitimement se dire que ce serait aux personnes qui continuent le combat de Fisher Tiger, donc les révolutionnaires. Tout ça reste assez mystérieux. Et je viens d'y penser, une idée de zinzin comme ça, mais vu que le poneglyphe il était sous la mer, peut-être que Laugh Tale, ça se trouve au centre de la Terre. Bon, ça c'est complètement zinzin, mais ne sait-on jamais, hein.
Quoi qu'il en soit, je trouve que cette partie, en fait, cette petite légende est juste excellente. Ça rappelle le côté aventure de One Piece. Ça me donne envie d'en découvrir plus, de découvrir qui est cette personne, quel est ce mystère, de le résoudre. Vraiment, là, c'est du Oda 100%. C'est pour ça que ce chapitre a tout. En fait, c'est pas juste des fights et des révélations. C'est aussi de l'aventure qui se profile. Et ça, c'est juste magnifique. Et d'ailleurs, petit aparté, j'en ai parlé avec mon petit frère, en fait, justement, du fait que Kuzan avait rejoint l'équipage de Barbe Noire. Et là, on s'était demandé si il était devenu méchant. Oh, méchant! Et je trouve que c'est une formulation assez intéressante parce que dans One Piece, au final, j'ai un petit peu du mal à voir qui est méchant et gentil. Je dirais pas que c'est pas du tout manichéen, parce que bien sûr, lorsque Luffy affronte un crocodile qui est en train de prendre un pays, bien sûr, là, l'ennemi, c'est Crocodile pour tout le monde, mais ça dépend vraiment des événements. Et quoi qu'il en soit, un Kid, il a peut-être fait plus de dégâts qu'un Barbe Noire. Et Luffy s'est allié avec Kid, il s'est allié avec Bege, donc sur l'île de Big Mom, et il a même permis la libération justement de Crocodile. Est-ce que Luffy est tout blanc? Pas du tout. Tout le monde semble suivre sa propre logique dans le monde de One Piece et un ennemi peut être un allié le lendemain et redevenir un ennemi par la suite en fait. Méchant et gentil, c'est une frontière de plus en plus floue. J'ai l'impression que j'essaye de faire le discours de Doflamingo en plus nul. Et si même le gouvernement mondial et même les marines qui sont censés garantir la loi et les libertés donc sont parfois les ennemis, alors c'est vrai que tout est possible en fait. Qui est le bon, qui est le mauvais? Franchement, ça mériterait carrément une vidéo entière. C'est là qu'on va voir le combat reprendre du côté de Garp, qui est juste, encore une fois, monstrueux, puisque Aokiji va lui lancer une boule de glace géante qu'il va juste éclater. Et là, il va lui attraper le crâne et le lancer au sol. C'est juste hyper violent et digne d'un Garp qui se comporte littéralement comme un daron. On va pas se mentir, t'as l'impression que tu rentres avec ton bulletin et tes vieilles notes. Oui, là, il cherche même pas à comprendre Aokiji. Il demande juste à Aokiji de rentrer et d'aller se rhabiller. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est juste génial, en fait. La punition est là. Et d'ailleurs, je reconnais très bien ce mouvement. Hein. Ce mouvement très précis, c'est le mouvement d'un homme qui a une sandale dans la main. Non, Oda, j'ai vu tes références. Moi aussi, j'ai subi. J'ai été puni par le passé. Et Garp est juste monstrueux. Même face à son ancien protégé pour sauver son nouveau protégé. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir que la plupart des personnes, et même toutes les personnes dont il a eu la garde, ils sont terminés dans la piraterie. Hein. Comme quoi, il y a peut-être aussi... peut-être que ça marche pas si bien que ça, l'éducation à la Garp. Bon, pour Kobe, ça devrait aller, puisqu'au final, lui, il était déjà pirate quand il a recruté, je te répète. Pirate d'Alvida. Est-ce qu'il va rejoindre son équipage encore une fois? Non, je ne pense pas, pas du tout. Vraiment, oublie ça de ta tête. Voilà tout pour le combat de Garp. Pour ceux qui se demandent s'il a le haki des rois, c'est vrai que, en fait, avec les petits éclairs noirs, normalement, ça montre le haki des rois, mais au final, il y en avait peut-être aussi lors du combat face à Katakuri. De toute façon, les experts vous le diront, et je vois mal Garp ne pas avoir le haki des rois, alors qu'il combattait clairement le roi des pirates à l'époque. Bref, vraiment, en plus de ça, je trouve qu'il y a une thématique assez intéressante puisqu'il va demander à Aokiji de vivre dans le présent, tu vois, de penser au présent. Et c'est vrai que Garp, c'est peut-être le personnage qui représente le plus ça. Il a pas l'air d'être d'accord, et pas du tout, en fait, clairement, avec tous les agissements de la marine. Mais au final, voilà, il est dans la marine parce que ça représente la justice à cet instant T. Mais s'il a besoin d'aller contre les ordres pour aller sauver quelqu'un ou quelque chose, il le fera. Et ça définit le personnage. Peut-être, justement, cette vision du présent. Et c'est vrai que c'est drôle parce que Luffy, il a peut-être plus une vision du futur, vu que lui, il vit pour son rêve, devenir roi et seigneur des pirates. Donc, peut-être que c'est ça, et Dragon, peut-être que c'est le passé, au final, vu que lui s'est lancé dans un très long combat face à ce gouvernement mondial dont il recherche peut-être même la réelle histoire, en fait, l'histoire du monde. Il est lié à tout ce qui est passé. C'est vraiment intéressant, où ça se trouve que je raconte n'importe quoi juste parce que j'ai envie de voir les trois ensemble au bout d'un moment. Purée, j'ai trop envie de voir ça. Et on terminera le chapitre par la défaite de l'eau, qui est symbolisée par la défaite de son bateau. C'est vrai que un bateau, ça peut être hyper émotionnellement impactant, et peut-être que je t'aurais pas dit ça il y a des années, mais vu que j'ai vu le Vogue Mary tomber dans la mer,
Bah crois-moi, maintenant je le sais. Ça représente à la fois une maison pour les pirates, un véhicule, mais aussi leur rêve et encore plus qu'un drapeau, en fait, c'est vraiment leur symbole et le voir sombrer, c'est la fin d'un équipage de pirates. Et c'est assez drôle de voir que c'est Barbe Noire qui dit ça alors que lui, il navigue littéralement sur des bouts de bois. Vraiment, lui, c'est vraiment la pire escroquerie de tous les temps. Et justement, alors qu'il va se demander ce qu'il va faire de l'eau, est-ce qu'il va le tuer, est-ce qu'il va le vendre, vu que son fruit, c'est vrai qu'il est tellement intéressant que tu ne peux pas tuer l'eau, en fait. Le mec peut te rendre immortel. Si tu as un moyen de devenir immortel, bien sûr que, au cas où, je sais pas, vaut mieux le garder de ton côté, mais c'est là qu'on va voir Beppo qui va enfin faire quelque chose, parce que jusque-là, pour moi, dans les seconds, alors c'était un des plus éclatés, on le voyait jamais, limite il n'était pas avec son capitaine, alors qu'on l'avait jamais vu rien faire, il a rien fait sur Onigashima, mais là, il va prendre une pilule créée par Chopper, qui transforme les Minks en Sulong alors qu'il n'y a même pas de pleine lune. Je sais pas si tu te rends compte à quel point ça peut être fou cette pilule. Imagine la flotte de Luffy avec une armée de Sulong. Ça va être juste monstrueux la prochaine fois qu'on reverra les Minks. Dr Chopper, là tu as réussi à faire quelque chose. Ok, tu as pas soigné les personnes qui avaient le smile, mais tu t'es occupé de renforcer la flotte et c'est peut-être mieux. Non, en vrai, c'était peut-être plus compliqué alors que lui, il travaillait déjà sur les modifications génétiques de son propre corps. Quoi qu'il en soit, là, Beppo est juste déchaîné et grâce à ce déchaînement, il réussira à fuir. Pas bien sûr à battre le capitaine Barbe Noire, mais à fuir dans la mer qui est peut-être le seul endroit où tu peux échapper à Barbe Noire au final, vu qu'il a un équipage composé d'utilisateurs de fruits du démon. Et bien entendu, en tant que capitaine, Law tient à ses camarades, il est peiné de les laisser, il n'a pas envie qu'ils meurent, mais c'est Beppo qui va l'emmener de gré ou de force. Et ça, je trouve ça génial parce que, en fait, il prend vraiment la décision que le capitaine ne peut pas prendre de lui-même. Et pour moi, c'est aussi ça le rôle d'un second. Là, je trouve protéger son capitaine coûte que coûte, ça fait de Beppo un personnage que je respecte beaucoup plus désormais. Et on a donc eu la défaite de Law. Mais quoi qu'il en soit, franchement, personnellement, je trouve que Law a mené un grand combat. Il a réussi à affronter Barbe Noire. Certains auraient flippé face à Barbe Noire. Lui, il a continué à se battre. Et je trouve qu'il a été respecté. Pas comme Kid, mais c'est vrai qu'il était, lui, face à Shanks. Est-ce que lui aussi est vivant? Et au final, il va rejoindre l'équipage des roues? Ça semble assez logique. Comme Law qui s'enfuit dans l'eau. C'est nul, mais purée, Oda l'a fait, même s'il parle pas français ou je sais pas, peut-être. Non, en fait, pas du tout. Et oui, j'y crois encore que Law aura un rôle déterminant dans la défaite de Barbe Noire. Si Marco nous avait informé justement de la constitution particulière de Barbe Noire qui lui permettait peut-être d'avoir plusieurs fruits du démon, là, la clé de la défaite de Barbe Noire, c'est peut-être de comprendre son corps et il s'est battu face au chirurgien de la mort. Vraiment, je pense que la défaite de Barbe Noire a commencé à cet endroit précis. On y est, un chapitre juste excellent dans la lignée des précédents, avec un rythme juste effréné qui nous montre que nous sommes réellement dans la saga finale de One Piece. 2 pirates sur 3 des vainqueurs d'Onigashima sont tombés et peut-être que le prochain sera Monkey D. Luffy. Car il y a plusieurs types de défaites et pas seulement la défaite au combat. Et alors que Saturne se dirige sur l'île d'Egghead, l'autre antagoniste, lui aussi, un membre de l'équipage de Barbe Noire. Et sachant que la mission de Luffy était de ramener Stella sur son navire. Peut-être qu'il n'y arrivera pas. Car ce que nous montre Oda, c'est qu'à partir de maintenant, le monde de One Piece ne fera de cadeau à absolument personne.